Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au numéro 203 du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous proposer un sujet décalé mais néanmoins très intéressant, le point sur la lutte antidopage en MMA, sport légalisé il y a très peu de temps en France. Donc on va faire le point avec nos amis de l'Agence française de lutte contre le dopage. Avec moi donc pour en parler, monsieur Tristan Millot, coordinateur au département des contrôles en charge du MMA, je dis pas de bêtises, Tristan. C'est ça. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Tristan, ravi de t'avoir avec nous. Merci de l'invitation. Et Baptiste Boyer, donc du département des affaires juridiques de la FLD, on est d'accord ? Exactement, c'est ça, bonjour. Eh ben bonjour Baptiste, bienvenue et on va parler de tout ça et de ce point sur la lutte antidopage dans le MMA. Les UFC Paris sont des dingueries, un sport a trouvé son public et continué de grandir, mais on ne doit pas oublier une chose, la légalisation du MMA en France date d'il y a à peine plus de 3 ans. Depuis, il faut structurer, organiser, planifier, écrire la musique sur la partition. Pour faire de notre passion une discipline comme les autres, une discipline qui compte, on doit suivre le code de la route, on doit par exemple jouer le jeu de l'antidopage. Comment est géré le MMA dans la quête des tricheurs ? Quelle différence avec d'autres sports ? Pourquoi le dopage dans les sports de combat est sans doute pire qu'ailleurs et comment lutter contre ? Le RMC Fighter Club vous offre un épisode pas comme les autres avec les membres de l'AFLD, l'Agence française de lutte antidopage, en charge du dossier MMA pour faire le point sur la gestion d'une discipline qui alimente beaucoup de fantasmes et de tristes vérités. Alors Tristan, déjà une nouvelle fois, merci d'être là pour partager ces sujets qui sont périphériques, on va dire, parce que nous, on parle de combat pur toutes les semaines dans le Fighter Club, mais c'est important de structurer aussi cette discipline qui, je le disais, date d'il y a à peine 3 ans. Quel est votre métier ? De quoi êtes-vous en charge au niveau du MMA, Tristan ? C'est un peu basique, mais voilà, on rentre par le bas de la pyramide. Il faut comprendre, donc, l'Agence française de lutte contre le dopage est composée de différents départements, dont le département des contrôles dont je fais partie. Donc, je suis coordonnateur antidopage. Donc, ma mission, en gros, consiste à avoir le suivi de plusieurs disciplines. J'ai comme si vous voulez, un portefeuille de sport où je dois animer la stratégie des contrôles et la répartition des tests sur ces disciplines, et notamment le MMA. Qui me prend pas mal de temps et d'énergie, vous l'aurez compris avec les différentes actualités et la progression de cette discipline en France. Donc voilà, moi, mon job c'est suivre les athlètes en compétition, hors compétition, et donc aussi les athlètes étrangers qui viennent combattre chez nous. Donc organiser là aussi les contrôles. Ouais, alors moi concrètement, j'ai vraiment le rôle stratégique, réflexion autour des contrôles, je cible, je fais le ciblage, et c'est moi qui choisis les compétitions ou les athlètes qu'on va tester. Et après, on a un pool de préleveurs qui sont des agents de contrôle du dopage assermentés, que moi j'envoie sur place, moi ou mes collègues, et qui sont en charge de faire les contrôles, donc de récupérer les échantillons, que ce soit urinaire, sanguin, etc. Directement en compétition ou avec les athlètes en compétition. Ouais. Première réflexion que ça m'inspire là de vous écouter, mais comment on cible ? Quels sont sans rentrer dans des cas précis, mais quels sont les points qui font qu'on cible un athlète plus qu'un autre ? Alors déjà, il y a toute la partie en compétition. Donc moi, mon job, c'est d'être en veille de tout ce qui se fait sur le territoire français principalement, ou les Français qui combattent à l'étranger. J'ai aussi un œil sur eux. Et je réfléchis un peu les compétitions les plus intéressantes, avec le plus d'enjeux. Donc en fait, on fait une étude de risque chaque année, chaque fin d'année pour l'année suivante, pour délimiter un peu notre périmètre, notre nombre d'échantillons. Et donc après, pourquoi je cible un athlète plus que l'autre ? Parce que nous, on traque le risque. On traque comment un athlète peut être plus ou moins exposé au risque antidopage. Ça ne veut pas dire qu'il triche, ça ne veut pas dire qu'on pense qu'il triche, mais moi, ça veut dire que j'estime que cet athlète est plus exposé au risque de dopage. Pourquoi ? Simplement, je vous donne un exemple très bête, et Alexandre, ça va te parler. Un gars qui fait un 5 contre 5... ça sera tout de suite une exposition physique plus importante qu'un gars qui va combattre juste un 3 x 5 minutes. Par exemple, combattre 25 au lieu de 15, voilà, t'as un risque potentiellement exposer plus parce qu'on a plus de dépenses. On doit plus de dépenses énergétiques. Tu as aussi des enjeux financiers qui ne sont pas les mêmes. Si tu combats en main card ou en pré-card, c'est pas pareil. Si tu combats en main event ou le premier fight, c'est pas pareil. Donc voilà, on a tous ces... donc c'est intéressant. C'est pas une réflexion de se dire, moi je pense que celui-là se dope. Donc non, pas du tout. Il n'y a pas de hasard. On fait pas de tirage au sort. Tout ça, c'est un temps qui révolue dans l'antidopage. Nous, mon travail, c'est de cibler. Ça veut dire que je vais donner des noms aux préleveurs. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message aux athlètes et aux entourages. Les préleveurs ne sont pas responsables du ciblage, donc ça ne sert à rien d'aller leur mettre la pression sur le terrain. Les seuls responsables, c'est nous. Ça veut dire que ça existait, ça ? Ça existe, bien sûr, ça existe. Ça n'existe pas que dans le MMA, ça existe dans tous les sports. Voilà, nous, notre job, c'est aussi de protéger nos préleveurs.
c'est notre bras armé en quelque sorte. Et voilà. Donc pour revenir à la première question, voilà, nous on traque le risque, on cherche les athlètes les plus exposés. Il y a aussi des athlètes dans des moments de leur carrière, ils vont être plus exposés. Un athlète qui commence sa carrière, qui va aller chercher un beau contrat dans une belle organisation, il va être plus exposé. Un athlète qui est en fin de carrière, qui va rechercher un nouveau contrat, sera aussi plus exposé qu'un gars qui est installé, qui a son contrat, qui déroule sa carrière, qui gagne ses fights, etc. Lui, tout de suite, il sera un petit peu moins exposé au risque de dopage. Et il y a aussi tout un travail sur les entourages, avec qui s'entraînent, qui sont les coachs, qui sont les managers, voilà, avec qui ils tournent. Donc, par exemple, au point de se dire, si il s'entraîne avec tel coach ou il est managé par telle personne, parce qu'on sait qu'il y a eu un passé, par exemple, ou des cas de dopage autour de ces gens-là, donc on va se plus cibler. Exactement. C'est ça. C'est aussi ça, bien sûr. Tout ça fait partie comme une étude de risque. Et donc, moi, après, j'ai comme un scoring sur les athlètes et je me dis, bah, lui, il mérite plus. Ou même des gars qui sportivement sont impressionnants. Moi, je me rends beaucoup sur le terrain, un peu tout ce qui se fait en France, et je vais voir un peu les combats. Bah, les gars qui m'impressionnent. Tout simplement, je me dis, ok, lui, sportivement, il est super impressionnant, il est efficace, il bosse bien, il est jeune, il est talentueux ou quoi, expose au risque. Tu as cité que les événements se multipliaient. Là, on est au mois de septembre, on tourne cette émission au mois de septembre. Il y a eu l'UFC Paris en début de mois, il y avait le Brave qui était à Nantes, Hexagone, il y a le PFL qui est en fin de mois à Paris. À la fin du mois, vous attendiez à ce que ce soit, on est plus de 3 ans seulement, on est que 3 ans après l'allégation, que ça explose à ce point-là et qu'il y ait plein d'événements comme ça à gérer autant que ça? Bah, je pense que le public français a tellement répondu présent, on le voit sur tous les événements. Ça fait longtemps qu'on attendait. Ouais, et puis voilà, même nous, on est avant tout passionnés de sport, on aime ça. Moi, j'adore regarder le MMA, j'adore suivre ce sport, donc même pour nous, on est content de voir que ce sport explose et on pense qu'il mérite un suivi comme tous les sports. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dès la légalisation en 2020, c'était l'état d'esprit. C'était c'était la volonté. Alors après, c'est monté crescendo parce que le MMA, c'est pas fait en un jour en France. Donc la lutte antidopage, les moyens mis à disposition sur ce sport ne sont pas mis non plus en un jour. Là, ça monte crescendo les années suivantes. Et malheureusement, les résultats qu'on a nous forcent à approfondir le suivi sur le MMA. On va en parler, bien sûr. Tu disais que t'aimes le MMA, t'es fan. Ouais, j'adore ça. Avant même que ce soit légal. Ouais, bien sûr. Donc tu t'es porté volontaire pour gérer le MMA bah, en fait, quand je suis arrivé à l'agence il y a 2 ans, on était venu me chercher pour un peu d'autres disciplines, mais j'étais déjà un fan de sport de combat et voilà. Bah, c'est mieux d'avoir un fan et quelqu'un qui connaît le milieu. Voilà, je m'appuie sur différents collègues aussi qui sont fans. J'ai un préleveur aussi avec qui je bosse énormément, que maintenant les athlètes commencent aussi à connaître, qui adore le MMA. C'est une discipline qu'on suit assidûment. En fait, voilà, que ça soit pour le MMA ou d'autres sports, nous on aime ça. Donc on passe nos week-ends à regarder du sport, à suivre, on regarde un peu tout ce qui se fait, on est en veille sur les médias, sur les réseaux. Anti-sport, comme certains pouvaient le penser, on est absolument. On voit toujours parfois on voit lutte antidopage, c'est des gens qui n'aiment pas le sport ou quoi. Moi, les 3/4 de mes collègues sont des anciens sportifs de haut niveau qui ont honoré des sélections en équipe de France ou quoi. Donc on aime le sport et on est juste là pour faire respecter la réglementation. Et je prends souvent l'exemple du MMA que je reporte sur d'autres disciplines. Je pense que quand tu rentres dans une cage, tu as juste envie que la personne en face de toi ait suivi les mêmes règles. Ah, tout à fait. T'as un réel enjeu de santé. Qu'un mec triche en vélo, ok, il te pique ta prime de course ou quoi, mais il met pas forcément ta vie en danger. Le MMA, c'est différent. Tu me tends une perche parce que j'allais y venir là-dessus. C'est que ce que nous, on l'a répété très souvent ici, on va le répéter, c'est l'occasion parfaite cette émission. Et c'est ce que je disais dans mon intro. Quand je disais que le dopage, c'est pire qu'ailleurs, je ne le disais pas en termes forcément de nombre de cas, mais de risque. Comme tu dis, quand on est dans une cage, on joue sa santé, on joue sa vie. Bien sûr. Et à savoir que quelqu'un a triché pour se donner des moyens en plus, c'est pour moi beaucoup plus grave en effet qu'un cycliste qui se dope juste pour gagner sa course. Il y a un vrai danger, quoi. Alors, après, la triche reste la triche, mais... C'est mon avis. Personnellement, je trouve ça plus grave dans le sens où on met la vie de l'autre en danger. Mais je comprends, juridiquement, c'est la même chose, on est d'accord. C'est la même chose, effectivement, mais l'agence a toujours pris en compte dans ses décisions le risque que les sportifs font courir à l'adversaire ou même aux coéquipiers d'entraînement. Par exemple, un rugbyman qui, effectivement, se doperait... met en jeu finalement la santé et l'intégrité des autres participants au match dans lequel il joue. Donc, voilà. Donc sur un cas d'un produit similaire entre un cycliste et un rugbyman ou un combattant, on est d'accord qu'il y a plus de chances qu'ils prennent un peu plus cher en fait le rugbyman et le combattant parce qu'ils mettent en danger quelqu'un contrairement au cycliste. Non, c'est un élément qui sera pris en compte, mais les durées de suspension sont dépendantes de la nature de la substance trouvée dans l'organisme du sportif. C'est plus pris en compte dans l'ensemble du cas. Quoi. Les durées de principe de sanctions, ce sont des durées de 2 ans
et de 4 ans. C'est les deux durées de principe clés, on va dire, en fonction de la nature de la substance utilisée. Et là où je veux revenir sur ça, c'est pour mettre ce contexte d'abord, mais c'est dire, parce que c'est un des points importants pour lesquels on voulait faire cette émission avec vous. On est d'accord qu'aujourd'hui, le MMA, c'est traité comme tous les autres sports en France, sur le terme de l'antidopage. Bien sûr, le MMA est traité comme toutes les autres disciplines, tous les même autres sports. Même interdiction, même genre de contrôle. Exactement. Ouais, il n'y a pas de traitement de faveur, ni de traitement défavorable. On est au MMA, comme moi je m'occupe d'autres sports, de triathlon, cyclisme sur route ou quoi, voilà. On n'applique pas forcément les mêmes logiques parce que c'est pas les mêmes sports, mais parce que c'est notre rôle nous aussi d'adapter suivant le sportif, mais il est traité comme tous les sports. Alors je vais pas vous mentir, c'est un sport que je suis depuis plus de 20 ans. Ouais, c'est bien. Et quand c'était loin d'être mainstream, enfin nous, je sais que tous les anciens, le MMA des années 2000-2010, c'est une blague. Les Brésiliens, ça se voit, ils sont complètement chargés. D'ailleurs, dès que l'USADA arrive à l'UFC en 2015, bizarrement, il y a beaucoup de Brésiliens qui disparaissent un peu du haut des classements. On va pas se mentir, c'est un sport qui a eu une réputation très sulfureuse là-dessus pendant très longtemps. Bien sûr. Quand on l'a légalisé en France, ça vous a mis la puce à l'oreille. Il y avait un côté, il faut quand même qu'on surveille ça très sérieusement parce qu'il y a cette. En fait, c'est pas qu'un fantasme en fait. Ce sport-là a été gangréné pendant très longtemps et surtout il n'y avait pas de règles dans ce sport-là pendant très longtemps. En fait, je pense qu'il y a eu deux temps. Il y a eu, il y a eu la légalisation, comme tu dis Alexandre, mais il y a eu aussi après comme une migration, j'ai envie de te dire, des athlètes qui sont les lutteurs, les kickboxers, les gars qui faisaient de la taille ou quoi, qui ont tous migré vers le MMA. Donc il y a eu déjà un déplacement un peu on va dire des moyens de la FLD vers le MMA, puisque voilà, les populations ont un peu bougé, on va dire, de sport. Et puis aujourd'hui, il y a l'explosion du MMA, la multiplication des athlètes déjà, le grand nombre d'athlètes qui arrivent et qui combattent, le nombre d'organisations, le nombre d'athlètes qui viennent combattre chez nous, qui suivent pas forcément les mêmes règles sur leur territoire. Donc voilà, nous, pour toutes ces raisons, on a un focus sur le MMA, mais voilà, pas plus qu'un autre sport, quoi. Et vous pensez globalement que le MMA, dans certains endroits du monde, c'est encore un petit côté Far West. Je ne vais pas vous mentir, un de nos meilleurs combattants en France s'appelle Saladin Parnasse, qui combat au Pologne, au KSW. Et dans le milieu, je ne vais pas mentir, on se dit toujours en souriant quand on parle du KSW, il y a certains adversaires, ils font pas que de soulever de la fonte, quoi. Non, mais c'est clair. Et il y a des organismes privés. En fait, nous, les moyens qu'on a à l'Agence française de lutte contre le dopage nous permettent d'aller sur les événements privés. Il y a nos homologues, et pour le KSW, qui est en l'occurrence la Polada, eux, leur politique est un peu différente de la nôtre, c'est de dire on n'a pas l'envie ou les moyens d'aller sur le KSW, c'est une organisation privée, ils font ce qu'ils veulent dans leur coin. Voilà, nous, on a la chance d'avoir... Donc déjà, ça, c'est une grosse différence entre l'agence polonaise sur le KSW et par exemple la FLD avec Ares ou Hexagone. C'est ça, après, c'est chacun sa politique qui mène dans son pays, c'est un événement privé, ils font comme ils veulent. Ils font comme ils veulent. Vous comprenez que pour le grand public, ça paraît dingue qu'il n'y ait pas ce soit différent entre les pays ? C'est la réalité de l'antidopage. On ne peut pas avoir les mêmes exigences, on n'a pas les mêmes moyens. Qu'on soit en France ou qu'on soit une petite... nous, on appelle ça des NADO, donc c'est les offices nationaux antidopage. Qu'on soit la France ou une autre NADO, on n'a pas forcément les moyens. Donc chacun agit à son échelle. Il y a des standards internationaux, Baptiste en parlera bien mieux que moi, mais l'Agence mondiale antidopage dicte des standards, on les applique, on a le code du sport, on l'applique, et voilà, le code du sport nous permet d'avoir l'autorité en France sur toutes les organisations qui viennent chez nous, on s'en sert. D'accord. Et donc ça va rentrer la partie intéressante, parce que je voulais la faire un peu plus tard, mais on va y aller là-dessus. Comment ça se gère ? Quand l'UFC vient en France, l'UFC est une société privée américaine qui travaille avec l'USADA en partenariat là-bas, qui a même un spécialiste de la lutte antidopage en son sein, qui est un employé, qui est l'ancien grand ponte de l'USADA, qui avait fait tomber notamment Lance Armstrong. C'était l'affaire Balco, c'était Jeff Nowitzki, il était au FBI. Nowitzki est aujourd'hui employé de l'UFC. Comment on traite juridiquement quand ils viennent à Paris ? Ils dépendent totalement de la FLD ou comme c'est une société privée américaine, ils ont des droits particuliers ? Alors, en fait, c'est deux organismes différents. On va dire, nous, on a la possibilité de faire des contrôles en tant qu'agence française de lutte contre le dopage sur des manifestations qui sont organisées par une fédé délégataire ou autorisées par une fédé agréée. Voilà, ça, c'est la base. Et on peut également faire des contrôles sur des manifestations qui donnent lieu à remise de prix en argent ou en nature. Donc, les deux portes d'entrée qui nous permettent de faire des contrôles, ce sont ces deux-là. Et donc, typiquement,
une manifestation type UFC qui est organisée justement par FMMAF, sous l'égide de la fédération, Voilà. qui est même sous l'égide de la Fédé de boxe. Si c'est une manifestation qui est inscrite au calendrier fédéral, on peut y aller et faire des contrôles en notre nom AFLD. Mais on peut également aller sur d'autres manifestations qui ne seraient pas inscrites au calendrier fédéral, mais qui donneraient lieu à des remises de prix en argent ou en D'accord. nature. Donc on va suivre tous les sportifs pratiquant le MMA sur les différentes manifestations. Mais concrètement, sur un événement comme l'UFC Paris de début septembre, c'est la FLD qui gère Il y a les deux. tous les contrôles Non. ou l'USADA participe Alors, aussi. en fait, comme l'a dit Baptiste, l'UFC donc est un organisme privé non signataire du code. Ils ont un programme antidopage, ok, ce qui n'est pas le cas de Non, beaucoup d'organisations privées. Ce programme antidopage, ils l'ont délégué à l'USADA. Moi, mon travail, c'est coordonnateur antidopage, donc je dois coordonner, comme son nom l'indique. Et donc moi, je suis en contact constant avec mes homologues américains de l'USADA pour qu'on travaille conjointement, D'accord. pour qu'on ait un espèce de filet beaucoup plus complet que si j'étais seul à FLD ou que si les Américains étaient seuls. Donc quand l'UFC vient en France, qu'on va dire contractuellement, l'USADA a des obligations envers l'UFC, donc on se met en contact et donc on travaille conjointement. Ouais, c'est ça. Du travail commun. C'est ça. On contrôle des athlètes à l'hôtel, en compétition. Nos homologues américains font la même chose. On gère nos résultats, ils gèrent leurs Et résultats. inversement, quand nos combattants français, style Cyril Gane, combat à Las Vegas, c'est Non. l'USADA qui va Ouais. gérer Ouais, c'est l'USADA. en collaboration avec vous quand même, Ouais. parce que c'est un athlète français. Alors moi, dans ce cadre-là, j'ai ce qu'on appelle, comme tu dis, il y a les contrôles en compétition, donc Las Vegas, mais par exemple, quand Gann va combattre là-bas, mais il y a aussi tout le suivi hors compétition qui est aussi important. Donc moi, je travaille conjointement avec l'USADA pour être sûr que nos athlètes sont contrôlés tout au long de l'année, notamment les athlètes UFC, avant qu'ils aillent se rendre sur ce genre d'événement. D'accord. Donc soit ils font appel à nous parce que quasiment tous les athlètes français de l'UFC vivent en France, s'entraînent en France. Oui, ouais, bien sûr. Donc soit ils font appel à nous, moi je peux aussi mettre en place des contrôles, mais tout se fait en parfaite coordination. Oui, il n'y a jamais un des deux qui fait le contrôle sans en informer l'autre en fait. Ça se Généralement travaille en non, ça commun. se fait plus Ouais. ça se fait plus. Et pour nous c'est très intéressant d'avoir ce double maillage, on va dire, qui n'existe pas dans les autres organisations, que ce soit pour pas les citer, le Bellator, le KSW, le Cage Warrior, ce genre de trucs, ça n'existe pas. Ouais, ils n'ont pas ce Non. service antidopage Le Bellator en interne. prétend avoir un programme antidopage, mais bon, dans les faits, il est très peu efficace. Et voilà, l'UFC. Non, mais je l'ai dit, l'UFC a été le Far West très longtemps, mais il y a un moment, ils ont en tout cas essayé de mettre en place quelque chose. Ouais, ils plutôt le rare dans font, ce milieu-là. ils le font conjointement avec nous sur nos athlètes, ou sur les événements qui se passent en France. Donc c'est très intéressant pour nous. Alors je vais rentrer encore plus dans les désolé, mais ça m'intéresse Ah, mais bien de on est là comprendre pour exactement comment ça marche. Sur le site de l'USADA, donc l'agence américaine antidopage, c'est comme tu disais, chaque pays a ses règles aussi et fait un peu ce qu'il veut. Eux, Pas tout à fait, non. Non, pas au niveau règles, mais vous allez voir où je vais y venir. C'est Ok. pour ça, avant de m'interrompre, vous allez voir où je vais y venir. Eux ont une liste, on peut taper le nom d'un athlète et on a le nombre de contrôles effectués exacts et tout ça. Ok. Moi, je ne l'ai pas trouvé sur la FLD. Non. Ça. Ah non, ça c'est... Bah alors, Voilà, tu peux c'est peut-être en parler c'est plus dans que ce moi, sens-là que je disais que c'était différent, pas sur les règles à respecter. Eux ont un peu plus de transparence, entre guillemets. Enfin, on tape un nom, j'ai tapé Cyril Gane, j'ai trouvé le nombre de fois où l'USADA l'a contrôlé. sur le site de l'USADA. sur l'UFC, sur la partie UFC en fait. Sur la partie UFC. Parce que je pense que Bah, il y en a... tout cas, c'est le site de l'USADA, Ouais, c'est pas le ouais. site de l'UFC Oui, oui. sur laquelle Oui, j'ai trouvé. mais c'est la partie, je pense, qui est consacrée À à l'UFC, ouais. l'UFC. Bah, moi, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Sur ce site, j'ai trouvé Cyril Gane, je prends 44 samples, 44 échantillons depuis qu'il est l'USADA le qu'il est contrôle. sous contrat avec Manon lui. Fiorot, qui est une de nos grandes championnes, Bien sûr. 19. Mhm. Nassourdine Imavov, qui combat aussi aux États-Unis, 20. Un Benoît Saint-Denis, une de nos stars du MMA Bien sûr. actuel, 15. Là, ce compte-là, quand je trouve ce compte-là sur le site de l'USADA, c'est tout compris? C'est Non, non, vos y a pas- contrôles y a- à vous non, ou non. c'est que les leurs? C'est que les leurs, il n'y a pas nos échantillons dedans. Parce que D'accord. nous, on les met dans la plateforme de l'Agence mondiale antidopage, donc qui est un peu le gendarme de l'antidopage à l'échelle planétaire. Ça, faut vraiment vous dire que l'UFC, l'USADA, c'est un travail conjoint, privé en quelque sorte. C'est contractuel. Nous, sur ce genre d'informations, on ne va pas les communiquer. Ça regarde l'Agence française de lutte contre le dopage, l'Agence mondiale antidopage et l'athlète. C'est de données C'est sensibles. un choix. C'est pas une question juridique, ça, c'est un choix Alors, philosophique de pas. Non, c'est pas un choix en fait. C'est C'est clairement des dans le obligations. cadre des règles qui sont issues du Code mondial antidopage. Et justement, l'USADA est signataire du code et donc
pour tous les aspects finalement hors UFC, elle va adopter le même comportement que nous. Là, c'est parce que c'est privé qu'ils ont le droit de faire ça. Exactement, c'est ça. Je pense que si tu tapes le nom, je sais pas, d'un champion olympique de natation, tu regardes Michael Phelps, je suis pas sûr que tu vois le nombre d'échantillons qui étaient spécifiques à cette chose. C'est parce que c'est privé justement que leurs règles sont potentiellement un peu différentes et ils peuvent se permettre peut-être de faire cette communication qui est finalement volontaire et peut-être transparente, justement, une volonté de transparence, de dire, voilà, on a testé tant de fois ces athlètes, etc. Potentiellement, c'est intéressant, mais ça ne veut pas dire que finalement, dans le cadre du Code mondial antidopage, on a cette obligation. Et au contraire, c'est des éléments qui doivent faire partie de ce qu'on appelle l'intelligence. Ça m'étonnait, j'étais plutôt étonné de voir qu'on avait les comptes sur le site de l'USADA comme ça aussi facilement. Ça paraît étonnant. C'est une volonté de transparence. Et vous comprenez que ça puisse, pour le grand public qui suit ça de loin, qui ne sait pas trop les règles, qui nous écoute, qui découvre un peu avec notre discussion, tout ça, qui puisse se dire c'est bizarre qu'il y en ait un où j'ai les comptes, l'autre où j'ai pas les comptes, et que je comprends pas pourquoi ce soit pas unifié là-dessus. Vous comprenez ? Oui, c'est un espèce de flou. Nous c'est notre milieu, donc pour nous c'est très clair, évidemment. et on est là pour l'expliquer. C'est exactement aussi pour ça que ça fait plusieurs mois qu'on a la volonté de venir s'exprimer. Faut comprendre que c'est quelque chose qu'on fait très peu. L'Agence française de lutte contre le dopage s'exprime très peu sous ce format, et on a vraiment une volonté aussi. Merci à vous d'ailleurs d'être là. Ouais, non, mais on a la volonté d'expliquer au monde du MMA que la règle de l'UFC et de l'USADA, c'est pas forcément ce qui se fait partout. Il faut comprendre que, parce qu'au final, ça concerne combien d'athlètes français ? 8, 9 peut-être ? Oui, aujourd'hui, ils sont plus à l'UFC. Il y a même avec Kevin Jusnet qui a rejoint, qui a gagné ce week-end. Enfin voilà, ils sont peu. Nous, on a un panel d'athlètes à suivre qui est bien plus important. Donc, nous, l'UFC, c'est presque une goutte d'eau dans notre suivi quotidien de nos athlètes français qui s'entraînent en France, etc. Donc oui, je peux comprendre que ça puisse paraître surprenant pour certains parce que l'UFC prend toute la lumière. C'est ça, parce que t'as raison, c'est pas le seul truc, mais c'est ce qui attire les yeux, quoi. C'est ça attire les yeux, et on pense souvent, on entend beaucoup parler l'USADA, l'UFC, les athlètes aussi en parlent. Benoît Saint-Denis en parle beaucoup, et à juste titre. Lui, on se rappelle, il a eu son premier adversaire à l'UFC qui a contrôle antipositif après. Dans certains pays, ça aurait été un no contest. Là, ça n'a pas été transformé. C'est ça. C'était à Dubaï, je crois, qu'il fait ce combat-là. Il y a du flou parfois qui nous fait dire on ne comprend pas pourquoi il y a un cas où ça peut comme ça et l'autre non, quoi. Nous un peu le message que j'ai envie de faire passer avec l'UFC et l'USADA, c'est de dire ils font un travail que peu d'organisations privées font. Donc il faut le saluer. Il ne faut pas non plus penser que c'est la généralité du monde antidopage pour le MMA ou pour le sport en général. C'est un programme privé qui a le mérite d'exister, qui est plutôt bien fait, qui est plutôt complet. Et nous, on est là aussi. On va être clair, il n'y a pas mieux dans le monde du MMA à ce niveau-là que ce que fait l'UFC. Dans la volonté, en tout cas, de le faire. Moi, je pense qu'après, on travaille d'une manière un peu différente sur les agences nationales de lutte contre le dopage. On travaille de manière différente, donc je pense que. Après, peut-être que je défends ma paroisse, mais je pense que notre travail est encore un peu différent, et je pense qu'il est impératif. Mais sur une organisation privée où il y a dans le MMA, je vois aucune organisation qui travaille comme l'UFC sur ces questions-là. J'avais pas prévu cette question, mais tu as cité un cas auquel je pense tout de suite parce qu'il est assez marrant. C'est Kevin Jusset qui vient d'arriver à l'UFC, qui combat et qui est installé depuis des années en Australie, puis en Nouvelle-Zélande. Il était en Australie et maintenant il est en Nouvelle-Zélande. Quand tu découvres qu'il y a ce nouveau combattant français à l'UFC, nous, il y a beaucoup dans le MMA français qui l'ont découvert quasiment au moment de sa signature, quoi. Tu vois, tu contactes l'agence, par exemple, antidopage néo-zélandaise ou des choses comme ça. Comment ça s'organise quand tu découvres ça ? Pour l'instant, c'est un garçon qui reste hors de notre radar, même si je le suis, je regarde ce qu'il fait, parce qu'on a aussi beaucoup d'athlètes, il faut faire des choix. Bien sûr. Il est loin, mais il y a plusieurs solutions. En fait, quand je l'ai vu signer à l'UFC, automatiquement, il passe dans le pool de suivi de l'USADA. Il est directement signé, c'est automatique. Donc c'est automatique, donc je sais très bien qu'il va être contrôlé. Si après moi j'ai des volontés particulières de le contrôler, je peux demander déjà à mes collègues de l'USADA et de l'UFC de le contrôler, et je peux aussi passer par mes homologues, qu'ils soient néo-zélandais ou australiens, ou par des boîtes privées que je missionne pour aller le tester, peu importe où il se trouve. Et même s'il n'habite pas du tout en France, donc il n'a pas on a autorité de licence, je ne sais pas si je dis pas une bêtise, mais qu'il n'est pas installé sportivement en France, vous avez quand même autorité sur lui ?
Alors, on Ça, peut effectivement en fait contrôler tout sportif qui participe ou se prépare à une manifestation organisée par une fédération ou à une manifestation qui donne lieu à remise de prix en argent ou en nature. Et le code du sport permet à l'agence de réaliser des contrôles à l'étranger. Donc déjà, on pourrait très bien aller contrôler un sportif français à l'étranger, par exemple en Australie ou en Nouvelle-Zélande, indépendamment du coût et de l'organisation que ça peut implique, demander. bien sûr. Mais c'est tout à fait possible. Et on peut également, comme le disait Tristan, prendre contact avec les autres organisations signataires du Code mondial antidopage, les organisations nationales australiennes ou néo-zélandaises, pour que des contrôles soient menés sur place sur tel sportif. Parce que c'est un réseau, il faut imaginer que tous les signataires du Code mondial antidopage travaillent ensemble selon les mêmes règles et appliquent les mêmes règles à tous les sportifs, indépendamment du sport qu'ils pratiquent. Ouais, d'ailleurs. exactement. Ouais, nous, il faut vraiment que les athlètes... Enfin, ça vaut pour tous les sports. Hein. On a autorité sur tous les athlètes sur le territoire français et sur tous les Français dans le monde. Donc nous, que vous soyez un athlète qui allez vous entraîner au Kenya, on vient vous voir. Que vous allez vous entraîner à Albuquerque aux États-Unis, on vient vous voir. Et s'il avait, parce que je pousse le truc pour voir le cas, mais si Kevin était devenu néo-zélandais, ce qui n'est pas le cas, il est français, Ce Kevin. qui compte, c'est sa nationalité sportive. D'accord. Donc, s'il était sportivement, enfin qu'il avait pris les papiers et qu'il concourait pour la Nouvelle-Zélande, là vous avez plus autorité, c'est ça? Non, on n'aurait plus autorité. Si, On pourrait le contrôler s'il vient combattre en France, ouais, si s'il vient faire. effectivement il participe s'il à vient des s'entraîner en manifestations. France aussi. Ouais. Si finalement il se dit je rentre en vacances. Oui, 2 mois pour des vacances, Ouais, je viens. sa famille reste en France et il vient s'entraîner en France, C'est le cas, il pour le vient coup, tourner dans une salle en France, et nous on peut aller le voir à l'entraînement, au domicile. Il faut savoir aussi, la réglementation va changer, mais nous on est en droit de contrôler chaque athlète français entre 6h et 23h, peu importe où il se trouve. Donc que ça soit dans les salles d'entraînement, au domicile, au travail, etc. On peut envoyer des préleveurs. Et ils ont ce suivi-là, cette chose de devoir se localiser. Alors, Ça, ils l'ont les athlètes de MMA. certains l'ont. On va mettre de côté les athlètes UFC, ok, parce que eux, ils ont aussi un système de localisation auquel moi, l'USADA m'a donné accès. D'accord. Et après, aujourd'hui, on a une délibération qui a changé au 1er janvier 2023 qui maintenant permet d'intégrer des athlètes dans nos suivis individualisés. Il y a 2 grands groupes. Il y a ce qu'on appelle le groupe cible, avec le fameux créneau de localisation d'1 heure par jour où ça donne les fameux manquements au contrôle antidopage, les fameux no-show. Là, on a entre 3 et 4 athlètes, 4 combattants qui sont dans ce groupe-là. Et après, on a ce qu'on appelle le groupe de contrôle qui, en gros, a à peu près les mêmes obligations que le groupe cible, mais n'est pas soumis au problème de no-show, de soucis, au manquement de localisation, à ces devants localisation. Et là, pareil, on a entre 6 ou 7 athlètes. Ce qui fait qu'entre notre suivi, celui des athlètes UFC, je dirais qu'il y a bien 20-30 athlètes qui ont le devoir de localisation. Il y a des athlètes en France qui ont ce devoir de localisation. Et donc, vous avez accès à tous ceux de l'UFC. Vous savez, genre on cite, puisque c'est les. Si vous devez contrôler Cyril Gann ou Manon Fiorot ou Benoît Saint-Denis, vous savez ce qu'ils font. Ils mettent à jour alors sur un autre. Enfin, après, c'est de la technique, on s'en fiche un peu, mais oui. Ils ont des soucis, ils ont des devoirs de localisation, ils doivent préciser des lieux d'entraînement, nous donner un créneau horaire auquel on peut se rendre à leur domicile, etc. Et après, donc, il y a moi, les athlètes que j'ai dans mon suivi individualisé. Donc, et ce chiffre tend à augmenter, parce que nos athlètes sont de plus en plus performants, bien sûr. qu'on le voit sur tous les événements, toutes les grandes organisations, ils combattent, ils sont en main event, en main card et tout. Pour bien le connaître, ça va pas s'arrêter là, je peux te l'assurer. Et je pense que ça va pas s'arrêter là. J'essaie aussi de suivre un peu et je vois que ça pousse. Oui, ça pousse très fort derrière. J'avais vu dans les rapports d'activité, tout ça, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais je l'ai noté ça hier soir en préparant l'émission, que c'est un des 3 sports les plus touchés en 2022, avec le rugby et le cyclisme. Sur le taux par rapport au nombre de prélèvements, le nombre de cas anormaux. J'ai lu 10 cas anormaux sur 115 prélèvements dans le MMA. C'est ça, alors contrairement à, comme je cite pour le contexte de tout le monde, 10 cas anormaux pour 984 prélèvements en cyclisme, et 16 cas anormaux sur un peu plus de 2300 dans le rugby, mais toutes les formes de rugby. Rugby à 7, rugby à 13, rugby à 15, toutes les formes de rugby. Je vais y aller franco sur la question. Il y a un problème de dopage dans le MMA? Énorme ou pas? J'y vais. Vas-y. Ouais, clairement, il y a un problème. Au-delà des chiffres comme ça, bruts, il faut te dire que aujourd'hui, on est à 10% de résultats normaux d'analyse. En gros, il y a plusieurs violations des règles antidopage possibles. Il y en a 11. Il y en a une seule qui est analytique. Donc, c'est le fait de retrouver une substance interdite dans l'organisme d'un athlète. On est à 10%.
On est à 10%, ce qui fait que nous, ça nous alerte. C'est énorme. Par rapport aux autres sports, on est Les d'accord, autres c'est sports, on énorme. est aux alentours d'1%. Ouais, c'est énorme. Ce qui aussi fait qu'aujourd'hui on est là, c'est qu'on est en train de mettre des choses en place pour accompagner un peu le monde du MMA. On travaille de manière conjointe et en parfaite confiance avec la FMMAF, avec Lionel Brézéfin et ses équipes. Voilà, c'est des gars qui sont hyper volontaires, qui ont compris l'importance de la lutte antidopage et on les voit sur les événements, ils saisissent aussi les réels enjeux. Et donc oui, il y a un problème avec le dopage, on a la volonté que ça change. On veut proposer un accompagnement spécifique, que ce soit à la Fédé ou à l'écosystème MMA, mais il faut que cet écosystème prenne conscience des choses. Il y a un côté, il y a une volonté là avec votre présence aujourd'hui aussi de leur envoyer un message, Ouais, carrément, ouais, de leur bien sûr. dire, faut, Évidemment. la fête doit s'arrêter, la fête entre grosses Bah, guillemets, hein, comme je dis fête, mais ça doit s'arrêter. Enfin, Moi, Alexandre, je trouve ça inquiétant. Je prends une carte. 10%, je suis complètement inquiet. Je prends une carte de fight, je peux quasiment te dire qui est positif, qui est pas positif, quoi. Donc c'est inquiétant, c'est dérangeant. C'est on fait venir des combattants aussi chez nous, puisque la majorité des RA sont des étrangers. On fait prendre des risques à nos athlètes. Moi, j'ai vu des combats, j'ai vu des gars rentrer dans la cage. Je veux bien les cuttings, tout ça. Certains rebonds, ok, mais il y a des rebonds. Moi, je trouve ça incroyable. Qui rebondissent très haut. Ouais, on dit très haut. Quand on prend 15 kilos, je trouve pas ça acceptable. Donc, j'en appelle à la responsabilité des promoteurs, des organisateurs, des card makers. Faut qu'ils se réveillent. Et c'est quoi le son de cloche quand vous parlez un peu, si vous en parlez avec des promoteurs sans citer de nom? Non, il y a un son de cloche. j'en ai parlé avec tout le monde. Ils sont un peu négatifs ou Non, en fait, après, c'est du business. Ouais. C'est du business. Et puis eux, ils regardent pas comment s'entraînent les gars, ils regardent pas qui font venir. Et voilà, il faut qu'ils fassent tourner leurs organisations. Et je les comprends. Je les comprends, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais nous, on en appelle quand même à se dire, c'est un sport dangereux. C'est un sport où quand on met des gens dans une cage, ils prennent des risques. Donc il faut aussi être un peu vigilant sur qui on met dans la cage. Et quand on a ce chiffre-là, ce chiffre qui est en effet très inquiétant, le message aussi, c'est que vous les avez dans le viseur. Enfin, bien sûr. La FLD va surveiller fort le MMA. Là. Mais c'est ce qu'on fait. Il le fait déjà. Quand je dis pas, oui, il le fait déjà. On le fait cette année. Là, tu parlais, on a fait une centaine de contrôles l'année dernière sur nos 10 000 échantillons. C'est assez peu, mais après, on tourne très vite autour des mêmes athlètes. Mais cette année, on fait encore plus de contrôles. On a encore plus de cas positifs. Baptiste vous en parlera mieux que moi, mais on a aussi ce qu'on appelle les autres violations des règles antidopage qui sont non analytiques, des soustractions. Des gars qui se tirent, qui ne veulent pas faire les contrôles, des athlètes qui ne veulent pas faire la procédure dans son entièreté. Tout ça, vous l'avez eu dans le MMA ? Bien sûr. Cette année, des athlètes qui refusent qu'on visualise la mixtion, ce genre de choses. Donc, non, il y a des vrais cas. Il faut que les athlètes comprennent aussi les enjeux. Et la Fédé fait un travail énorme là-dessus. La FMMAF, et vraiment, on les remercie très chaleureusement parce qu'ils ont compris. Moi, je suis rassuré quand je vois qu'un événement est sous l'égide de la FMMAF déjà. Parce que je me dis, ok, les cartes sont validées par la Fédé, les cartes sont plus ou moins équilibrées ou quoi. Après, ils peuvent pas interdire un mec parce qu'on pense qu'il vient d'un pays où on peut tricher. Après, il y a d'autres choses qui m'inquiètent un peu plus, c'est les événements en cage. Comme, je sais pas si tu vois à peu près ce que c'est, mais c'est ceux qui sont pas sous l'égide de la Fédé de MMA, qui sont sous l'égide d'autres Fédés, qui respectent pas forcément les mêmes règles. Et là, c'est pareil, on a des résultats assez inquiétants, quoi. Et puis ça sort grave de la juridiction pour le coup. Non, on est toujours de la juridiction de la Fédé de MMA, ouais. Oui, de la Fédé, mais pas de l'agence. On peut toujours y aller si on le souhaite. Et enfin, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est que outre la mission de contrôle de l'agence, qui est une des missions importantes, on a depuis 2021 la mission d'éducation. En fait, c'est l'éducation des sportifs, et il y a un département à l'agence qui s'occupe justement de cette mission d'éducation. Et on est là aussi pour représenter ça et pour faire passer ce message en disant que l'agence est là aussi pour éduquer les sportifs qui pratiquent le MMA et qui, effectivement, c'est un sport qui est quand même relativement jeune, en tout cas en France, et qui attire énormément de pratiquants jeunes. Donc, c'est des sportifs qui sont peut-être moins touchés ou moins sensibilisés. Et bien sûr que l'activité de l'agence est aussi d'éduquer ces sportifs. Il va y avoir cette mission d'éducation. Il le faut. Parce que c'est vrai que, et je vous cache pas, les petites oreilles qu'on a dans les clubs dans cette rentrée-là, ça explose.
Il y a de plus en plus Oui, de bah, pratiquants, bien il y a de plus sûr. en plus Et d'inscriptions et il va y avoir de plus en plus Ouais. de monde dans ce Il suffit milieu. de voir un peu sur les réseaux. Je passe pas mal de temps sur les réseaux à regarder un peu ce qui se passe. Ouais, on voit les salles sont pleines à toutes les heures, mais c'est bien pour ce sport. Mais voilà, nous, Mais il y a cette mission d'éducation qui il y va a être cette essentielle mission. en fait derrière. Nous, pour tout dire, on a mis en place un groupe de travail à l'Agence française de lutte contre le dopage spécifique sur le MMA parce que les résultats sont trop inquiétants pour essayer de trouver des leviers à mettre en place à tous les niveaux, que ce soit au niveau éducatif, comme l'a dit Baptiste, au niveau juridique, moi au niveau des contrôles, pour que ça se passe bien pour mes préleveurs. Parce que moi, j'ai aussi cette chose, il faut que les contrôles se passent bien pour les athlètes, il faut que les entourages des athlètes comprennent que c'est obligé, c'est obligatoire. Si un athlète est notifié, il fera son contrôle, ils ont beau ne pas être contents, ils ont beau casser des chaises, ils ont beau taper dans les murs, ils feront les contrôles. Et voilà, donc... Et il y a un côté, on va pas se mentir, c'est un milieu de combat, un peu de testostérone pour le dire un peu crûment. Ouais, mais... Il y a un côté pression physique parfois. Non, enfin, ça peut arriver, pas plus que dans les autres Pas sports. plus que dans les autres sports. Les Ok. sportifs, les combattants, et j'insiste là-dessus, généralement, sont de très bonnes compositions. Tout à fait. J'allais Ce dire, sont- ça leur aurait pas ressemblé les connaissants. Non, donc, ce ouais. sont globalement des super types. Il y a forcément des gars qui sont pas contents dans tous les sports, mais généralement on est bien reçus. Moi, vraiment, c'est plus les entourages des fois qui sont un peu embêtants, on va dire. Mais les athlètes, ils comprennent. Ils comprennent pourquoi on est là et pour eux même c'est un gage de satisfaction. Moi, un si je gage montais dans la cage, je préférais savoir qu'il y a ce travail qui est fait et que celui Exactement. qui va monter en face, il est bien contrôlé. Exactement. Quoi. Ouais. Donc non, franchement c'est un plaisir de parler avec eux à tous les niveaux, hein, chez les amateurs, chez les gars qui combattent à Arès, à Hexagone, à machin, à l'UFC, ils sont tous généralement contents de nous voir, ils aiment échanger avec nous. Moi j'adore échanger avec eux parce qu'en fait ils comprennent qu'on aime leur sport, qu'on n'est pas là pour leur faire de la mauvaise pub, au contraire. On est là pour aussi légitimer leur sport et leur dire maintenant vous êtes considérés comme des sportifs de haut niveau, au même titre qu'un judoka, au même titre que j'en sais rien, d'un cycliste, de n'importe quel sport. C'est aussi un marqueur de ce sport qui est devenu un vrai sport. Bien sûr, Voilà. c'est un vrai sport. C'est un peu les décathloniens des sports de combat, on va dire, vulgairement, quoi, pour grossir le trait. Et voilà, c'est des gars qui sont ultra performants, ultra physiques. Nous, on vous suit parce que vous êtes bons, simplement. Et il fallait, au-delà, je sais que c'est pas l'idée de la FLD de donner des cas et donner des noms précisément quand il y a des choses, que je dis, c'est entre vous, l'Agence mondiale et l'athlète. Mais il y avait besoin de faire passer ce message aussi, de dire il y a un problème, donc parce que pour qu'on en soit conscient, il faut faire connaître un problème. Je pense qu'il On faut le dire, peut pas, s'il est caché sous la table, on peut pas le connaître. C'était important ça. C'est aussi le message derrière aujourd'hui, quoi. Oui, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle on est là. Et alors, après, là, du coup, j'ai aussi l'impression qu'on dresse un tableau très, très noir, mais il faut aussi mettre... N'hésitez pas, allez. Non, mais j'adore ce sport, donc je suis pas là pour le défoncer, mais on pose des questions. C'est vrai qu'il y a un sujet inquiétant et il faut le prendre à bras-le-corps, mais parmi toutes les substances qui peuvent être retrouvées dans les échantillons, parfois, c'est du carboxy-THC, ça veut dire du cannabis, et donc c'est du dopage aussi, c'est inscrit sur la liste. D'ailleurs, c'est inscrit sur la liste tant de l'UFC que la liste mondiale que nous on transpose et qui est dictée par l'Agence mondiale antidopage. Mais donc il n'y a pas que des stéroïdes anabolisants qui sont trouvés dans les échantillons des sportifs. Ça peut très bien aussi être une substance qui est originaire d'un médicament et du coup la sanction sera évaluée en fonction de la responsabilité du sportif. Mais voilà, c'était juste pour c'est aussi... pas que des stéroïdes, totalement, mais d'accord. Et puis Par contre, il y en a quand même. Évidemment. Oui, Du stéroïde, il y en a. Oui, bien entendu. Ça, quand on sait les risques qu'on prend dans une cage, pour moi, c'est... Il y en a. Bien entendu. Après, évidemment, le constat n'est pas tout noir, hein, attention. Nous, si on est là, c'est parce que aussi on trouve que c'est un sport qui est en pleine progression. On est là aussi, comme le disait Baptiste tout à l'heure, un but éducatif de dire, c'est aussi aux athlètes de se prendre en main. C'est aussi de se dire, ok, en fait, oui, ils ont raison, on est des sportifs de haut niveau, et on a des droits, on a des obligations, et ces obligations, c'est ok, qu'est-ce que je prends comme complément? Je fumais un peu, est-ce qu'il faut peut-être pas que j'arrête de fumer? Des trucs bêtes, hein, mais c'est à eux aussi de se mettre au niveau, de se dire, on est des sportifs de haut niveau, on est considérés comme des sportifs de haut niveau, ça implique toute cette chaîne, et notamment les questions d'antidopage. Et donc, le MMA, c'est pas le foot. On n'a pas, d'ailleurs après une défaite, on n'a pas un match 48 heures plus tard pour se rattraper. Non, on a 6 mois d'attente entre des combats, parfois voire plus pour certains. Et on peut passer 1 an sans combattre. Est-ce qu'il y a, sans citer de cas, est-ce qu'on a pu avoir des cas où des gens ont été suspendus et en fait on l'a jamais su parce qu'ils n'ont pas combattu pendant 1 an?
Ça, et que nous, on l'a vu comme le mec Non, trouve pas de enfin, combat et il machin. Nous, sauf voyez ce que je veux dire Baptiste, tu me corriges si je me trompe, mais sauf si la décision est anonymisée sur notre site, toutes nos décisions sont mises en ligne. C'est ça, une fois que la décision est prise, c'est annoncé, d'accord. annoncé, Ouais, donc c'est il mis n'y en a pas ligne. pu avoir ce côté caché. Peut-être dans d'autres organisations, j'en sais rien, des organisations privées, mais ils Sans n'ont doute. aucun intérêt Ouais. à faire ça. On parlait de l'UFC, eux à la rigueur, on pourrait se dire pourquoi pas, mais en fait non, eux ils ont intérêt à montrer des résultats. Ouais, tout à fait. comprends, donc, Et John Jones, qui est une de leurs plus grandes stars, quand il a Voilà. été positif, ils l'ont annoncé. Ça, en tout c'est cas. un sujet épineux pour Tout à moi. fait. On pourrait. Ça me fait mal. Je sais pas pourquoi j'ai ouvert cette porte. non, mais clairement, Mais voilà. par exemple, je sais que là, Kamzat Chimaev, qui est une de leurs stars, ça fait C'est- presque c'est un an des qu'il a pas rumeurs, combattu. Et il y a une rumeur qui tournait très fort que Après, qu'il voilà. aurait popé positif. Et que, on qu'il a était ces exploité. rumeurs, dans tous les C'est de la sports. rumeur à la con. Hein, Il j'y y crois avait, pas une seconde, il y avait les mais mêmes sur Rafael Nadal. Il joue plus parce qu'il est suspendu, quoi. Non, c'est mais selon moi, ça n'existe pas. C'est du fantasme. ça. C'est du fantasme. Ouais. Il y a notre métier apporte beaucoup de fantasmes. On le voit, moi je peux voir ce qui se passe un peu sur Instagram, sur certains réseaux, sur des stories qui déroulent et voilà, et il y a beaucoup de fantasmes autour de notre métier, de qui le compose, donc personne n'aurait intérêt sauf si c'est nous en accord avec l'athlète, ce qui peut arriver, aucun intérêt à cacher ce genre de décision. La procédure disciplinaire, elle est régie par effectivement un principe de confidentialité. Donc, lorsqu'on va effectivement notifier un sportif de sa violation présumée des règles antidopage, on notifie que le sportif et éventuellement son organisation nationale antidopage s'il est étranger, la fédé concernée, la fédé internationale concernée. Voilà, c'est un principe. Et donc, on va échanger avec le sportif en toute confidentialité jusqu'au moment où on arrive à une décision finale de sanction qui, elle, doit être en principe publiée. La seule hypothèse dans laquelle la publication n'aurait pas lieu, c'est si c'est un sportif mineur, mais ce qui n'arriverait pas, je pense, dans le MMA, clairement pas. Non. Chez les amateurs. Oui, peut-être, possiblement. Peut-être Chez les amateurs, possiblement, éventuellement, ouais. oui, en fonction des catégories, peut-être. Ouais. Et voilà, donc honnêtement, toutes les décisions sont publiées. Vous pouvez les trouver sur le site de l'agence pour ce qui relève de notre compétence et sur le site de l'UFC pour ce qui relève de la compétence de l'USADA. Oui, en fait. tout à fait. Donc, tout est publié. Il les annonce aussi. Les durées, le nom du sportif, le sport bien sûr, la durée de suspension, les conséquences qui sont encourues, en tout cas imposées aux sportifs. Voilà, tout ça c'est public. On dit souvent sur la lutte antidopage qu'en France, on est un peu plus sévère qu'ailleurs, qu'on fait plus d'efforts que ça. Dans le milieu du sport, c'est quelque chose qu'on se dit. Pareil, C'est un fantasme, ça Ouais, Ouais. les standards, on applique les standards internationaux tout simplement. Donc chaque office national applique les mêmes, donc on est dans les clous. Donc il y a pas, je vous avoue, j'ai pas vérifié, mais on a eu un cas dans le MMA qui est sorti un peu célèbre, Damien Lapillus, un des deux frères Lapillus, donc positif au salbutamol, notamment elle est connue pour être la molécule dans la ventoline, et puis il a de l'asthme, il le dit lui-même qu'il a de l'asthme depuis tout petit. Et ce qu'il avait dit aussi, ou en tout cas son entourage, je crois que c'est lui qui avait dit, j'ai été contrôlé à un taux qui est positif ici, mais qui est inférieur au taux de l'USADA. Ouais. Est-ce que c'est vrai ça? Non. Alors hélas non, c'est sur le salbutamol le taux est exactement le même qu'il soit fait chez nous, pareil. ouais, ou à Ok. l'UFC. La liste, vous pouvez consulter la liste des interdictions qui est publiée par l'UFC, qui est disponible sur le site, et la liste des interdictions de l'Agence mondiale antidopage qui est transposée en droit français, et les seuils sont exactement identiques en fait. Le salbutamol est interdit de la même manière, Donc tant par l'USADA, par l'UFC et l'USADA, que c'est- par l'Agence française. le sportif français ou le combattant français dans le cas n'est pas plus traqué qu'ailleurs, donc Non. sur ces règles-là. Pas sur ces règles. Non. Après peut-être que les Français ont un sentiment d'être plus contrôlés que leurs homologues, mais après ça en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est les capacités des NADO tout simplement. Nous, la FLD, on a les moyens, on peut faire des contrôles, on peut faire beaucoup de contrôles, donc on en fait. Peut-être que si vous êtes, je dis n'importe quoi, hongrois, slovène, enfin peu importe. Il y a moins de moyens dans la. Il y a moins de moyens dans tout la à lutte fait. antidopage, donc il y a moins de contrôle, donc on peut avoir ce sentiment de déséquilibre. Et après tout ça, il y a évidemment une énorme part de fantasme. Voilà, c'est. Parce qu'il faut rappeler quand même que les règles qui sont... chaque organisation nationale antidopage est signataire du Code mondial antidopage et va appliquer les mêmes règles et la même façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'elle va avoir aussi à respecter le standard international pour les contrôles et enquêtes. Et ce standard fixe justement cette étude de risque dont on parlait tout à l'heure, dont Tristan parlait tout à l'heure. Et donc, les autres organisations nationales antidopage vont raisonner de la même manière en fait. Après, c'est juste que dans leur étude de risque, elles vont peut-être pas valoriser de la même manière, mais voilà, les lignes directrices sont les mêmes pour tous
les organisations antidopage. Le truc avec le MMA, c'est que c'est beaucoup d'organisations privées, un peu comme la boxe. Vous voulez combattre à très haut niveau, vous êtes signé pro, donc vous signez des contrats avec des organismes privés qui après font ce qu'ils veulent un peu. Et si les offices nationaux n'ont pas la volonté de s'intéresser à ces sujets, vous pouvez ne pas être contrôlé. Ouais. Non, et parfois, ce que j'avais, parce que pour le coup, je ne vais pas vous cacher, j'avais fait pas mal de recherche, de gros papiers, mais en 2016, au moment où il y avait eu toutes les AUT des hackers russes, là, on avait un peu enquêté sur ces choses-là. Et notamment, moi, j'avais été étonné. En fait, c'est pas une différence de traitement des agences antidopage, mais une différence de médicalisation. C'est-à-dire que aux États-Unis, pour le trouble de l'attention, on leur donne des amphétamines. Ça, c'est culturel direct. Après, hein. Et en France, les spécialistes me disaient, nous, on travaille sur le psychologique. On leur donne pas des amphétamines, notamment pas quand ils ont dépassé 18 ans, contrairement aux Américains. Et on avait une pelletée de sportifs américains qui avaient des AUT pour trouble de l'attention parce qu'ils n'arrivent pas à regarder la télé et qu'on les gave d'amphétamines, et que le français n'y avait pas le droit. Alexandre, et là, je voyais une différence d'approche. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que qui avantage le dopage côté US, là, pour le coup, pour parler franco, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Après, c'est culturel, c'est que on réagit pas tous de la même façon à la médicalisation. On est des peuples pas forcément médicalisés de la même façon. On n'a pas le même rapport, je sais pas, à certains produits. C'est pour ça que moi, j'en appelle aussi à ce que je disais tout à l'heure, à la responsabilité des organisateurs, de dire voilà, il y a certains pays où pour eux, il y a des choses dans leur tête. Je dis bien dans leur tête, c'est pas du dopage. Mais en fait, au vu des standards internationaux, c'est du dopage. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est bien de remettre ça au clair. Ça. Je dis pas que ce sont des tricheurs, je dis juste que eux, culturellement, de manière côté éducation, ils n'ont pas du tout cet aspect, ça fait pas partie de leur culture. Oui, c'est pas de la triche parce qu'ils le font pas, c'est pas un truc sciemment fait pour tricher. En tout cas, ils le font pas forcément avec la volonté de tricher. Ouais, bien sûr. Oui, c'est là pour le coup, quand tu dis tu en appelles à la responsabilité des organisateurs, mais il faut aussi en appeler à la responsabilité des athlètes qui sont effectivement responsables de toute substance qui est présente dans leur corps et toute substance interdite. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, même s'ils prennent un médicament, ce médicament, s'il contient une substance interdite, ils doivent disposer d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et si ce n'est pas le cas, ils sont potentiellement sujets à une sanction s'ils n'ont pas cette AUT. Et là, c'est les athlètes qui doivent auprès de leur médecin notamment, avoir un devoir de questionnement sur justement qu'est-ce qu'on me prescrit. C'est moi qui suis responsable in fine, donc voilà, je dois faire attention à ce qu'on me prescrit, même si c'est un médecin qui me le prescrit. En tout cas, merci Baptiste, merci Tristan, c'est passionnant d'avoir répondu à ça. On va finir l'émission, mais pas de dernier message, je crois vous avez passé les messages. Bon, les messages sont passés, c'est bon. Bon courage à nos athlètes français pour la suite. Tout à fait, puis rappelez, vous n'êtes pas contre les sportifs, c'est juste que le sport soit dans un cadre bien et légal pour tout le monde et que tout le monde ait les mêmes chances sur la ligne de départ, c'est le plus important. Merci beaucoup à vous pour la présence, c'était passionnant d'évoquer sur ces sujets. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode, envoyez-nous des pouces bleus, des commentaires, de la force, ça fait toujours avancer le bousin, et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.